Je pus ainsi constater que la neurasthénie correspondait vraiment à un tableau clinique uniforme dans lequel, comme les analyses le montrent, aucun mécanisme psychique ne participe. La névrose obsessionnelle se distingue nettement de la neurasthénie. Dans ces névroses à l'idée obsessionnelle véritable, on observe un mécanisme psychique compliqué, une étiologie semblable à celle de l'hystérie et une large possibilité de guérison par la psychothérapie. D'autre part, je constatais qu'il convenait sans hésiter de séparer de la neurasthénie un complexe de symptômes névrotiques à étiologie tout à fait différente et même au fond inverse, tandis que les éléments de ce complexe sont reliés par un de leurs caractères déjà reconnus, par Ecker. Il s'agit en effet soit de symptômes, soit d'équivalents ou de rudiments de manifestations d'angoisse. C'est pourquoi j'ai donné à ce complexe distinct de la neurasthénie le nom de névrose d'angoisse. J'ai dit de lui qu'il provenait d'une accumulation de tensions physiques, elle-même d'origine sexuelle. Cette névrose, sans encore comporter de mécanisme psychique, agit toujours sur le psychisme, de telle sorte que l'attente anxieuse et les phobies, l'hyperesthésie à l'égard des douleurs, font partie de ces manifestations habituelles. Cette névrose d'angoisse, telle que je la conçois, peut en partie se confondre avec la névrose décrite dans certains exposés, à côté de l'hystérie et de la neurasthénie est dénommée hypocondrie. Toutefois, je ne considère aucune des descriptions faites jusqu'à ce jour comme exacte, et je trouve qu'en attribuant au mot hypocondrie que le sens d'une peur des maladies, on en limite fort la portée. Après m'être ainsi formé de la neurasthénie, de la névrose d'angoisse et des idées obsessionnelles, une image simple, je m'appliquais à comprendre des cas banaux de névrose que l'on considère comme des hystéries. Je me dis qu'il ne convenait pas de marquer une névrose du sceau de l'hystérie simplement parce que quelques traits de cette maladie résultaient du complexe des symptômes. Je m'expliquais fort bien cette habitude, étant donné que l'hystérie est de toutes les névroses connues la plus ancienne, la mieux connue et la plus voyante. Mais c'était employer abusivement le mot hystérie que de porter au compte de cette maladie tant de traits de perversion et de dégénérescence. Dès que dans un cas difficile d'anomalie psychique, l'on venait à découvrir quelque indice d'hystérie, une anesthésie, un accès caractéristique, la maladie dans son ensemble était considérée comme une hystérie, et les cas les plus graves et les plus contradictoires se trouvaient réunis sous cette même étiquette. Ce diagnostic était de toute évidence inexact, et l'on pouvait avec assurance distinguer au point de vue névrotique les diverses formes de cette maladie, puisque la neurasthénie et la névrose d'angoisse étaient déjà connues à l'état pur. On ne devrait plus les méconnaître dans leur combinaison. Les propositions ci-après semblent donc plus exactes. Les névroses banales doivent la plupart du temps être considérées comme des névroses mixtes. On décèle sans peine, surtout chez les jeunes, des formes pures de neurasthénie et de névrose d'angoisse. L'hystérie et la névrose obsessionnelle existent rarement à l'état pur, et généralement on se trouve en présence d'une combinaison de ces deux névroses, avec une névrose d'angoisse. Si les névroses mixtes sont aussi fréquentes, c'est parce que leurs facteurs étiologiques se mélangent très souvent, tantôt de façon fortuite, tantôt par suite de relations causales entre les processus d'où ils émanent. C'est ce qu'il est facile de démontrer. En ce qui concerne l'hystérie, il s'ensuit qu'on ne peut la détacher de l'ensemble des névroses sexuelles, pour l'étudier à part. Elle ne constitue que l'une des faces, l'un des aspects des névroses complexes, et ne peut être décelée et traitée comme une névrose isolée, que dans certains cas limites. Dans toute une série de cas, il est possible de dire que, a priori, fit denominatio a posteriori. Je me propose d'examiner si les cas que j'ai décrits corroborent ma façon de concevoir l'autonomie clinique de l'hystérie. Anao, la maladie de Breuer, semble réfuter mon opinion et être affectée d'un trouble purement hystérique. Mais ce cas, si riche en renseignements pour la connaissance de l'hystérie, ne fut nullement considéré par son observateur sous l'angle de la névrose sexuelle et ne saurait aujourd'hui nous servir de démonstration. En commençant l'analyse de la deuxième malade, Madame Amy von N., j'étais assez loin de donner comme support à l'hystérie une névrose sexuelle. À peine sorti de l'école de Charcot, je rougissais de la connexion entre l'hystérie et le thème de la sexualité, à peu près comme les patientes elles-mêmes le font en général. Quand je relis aujourd'hui les notes relatives à ce cas, j'y reconnais une névrose d'angoisse grave, avec attente anxieuse et phobie, névrose provenant d'une continence sexuelle,
et qui s'était combiné à une hystérie. Le troisième cas, celui de Miss Lucy R, est de tous celui qui pourrait peut-être le mieux être tenu pour un cas limite d'hystérie pure. Il s'agit ici d'une hystérie de courte durée, épisodique, avec une étiologie sexuelle impossible à méconnaître, et pareille à celle d'une névrose d'angoisse. Il s'agissait d'une jeune fille un peu mûre, avide d'amour, dont l'inclination fut trop vite éveillée par un malentendu. Mais le diagnostic de névrose d'angoisse ne put être confirmé ou m'échappa alors. Le quatrième cas, celui de Katharina, nous fournit vraiment le modèle de ce que j'ai appelé la peur virginale. C'est une combinaison de névrose d'angoisse et d'hystérie, la première créant les symptômes et la seconde renouvelant ceux-ci et les utilisant. Il faut voir d'ailleurs le cas type d'une quantité de névrose de jeunesse qualifiée d'hystérie. Le cinquième cas, celui d'Elisabeth VR, n'a pas non plus été étudié sous l'angle de la névrose sexuelle. J'ai soupçonné, sans pouvoir le confirmer, qu'une neurasthénie spinale se trouvait à la base du trouble. Ajoutons cependant que depuis les cas d'hystérie pure se sont faits, en ce qui me concerne, de plus en plus rares. Si j'ai groupé ces 4 cas sous la domination d'hystérie, si j'ai pu négliger en parlant certains points de vue essentiels en matière de névrose sexuelle, c'est parce qu'il s'agit là de cas anciens et que je ne livrais pas encore alors à des recherches systématiques et pressantes sur les fondements sexuels des névroses. Si je n'ai exposé que ces 4 cas, et non les 12 où l'analyse aurait pu confirmer l'existence, pour nous certaine, du mécanisme psychique en question, c'est qu'une circonstance m'y obligea. Le fait justement que l'analyse de ces cas pathologiques démontra qu'il s'agissait là encore de névroses sexuelles, encore qu'aucun médecin n'eût refusé de les qualifier d'hystérie. Toutefois, l'étude de semblables névroses sexuelles ne saurait entrer dans le cadre de notre commune publication. Je ne voudrais pas qu'on se méprie sur mes intentions et conclue que je ne tiens pas à l'hystérie pour une affection névrotique autonome. Je ne la considère pas uniquement comme l'expression psychique d'une névrose d'angoisse et ne lui attribue pas seulement des symptômes idéogènes. Je ne cherche pas non plus, loin de là, à intégrer les symptômes somatiques, point hystérogène, anesthésie, dans la névrose d'angoisse. Je crois que l'hystérie débarrassée de toute immixtion peut, à tout point de vue, être décrite séparément, sauf en ce qui concerne la thérapeutique. Car en thérapeutique, c'est un but pratique que l'on veut atteindre, la suppression de l'état pathologique dans son ensemble. Or, l'hystérie n'est le plus souvent qu'une des composantes de quelques névroses mixtes, et le cas rappelle celui d'une infection par association microbienne, où la conservation de la vie se présente comme une lutte contre l'action non d'un seul, mais de plusieurs agents nocifs. C'est pourquoi je tiens tant à délimiter dans le tableau des névroses mixtes les participations respectives de l'hystérie, de la neurasthénie, de la névrose d'angoisse. Une fois ces distinctions établies, je puis exposer brièvement la valeur thérapeutique du procédé cathartique. Je soutiens notamment qu'en principe cette méthode est très capable de supprimer à volonté tout symptôme hystérique, tandis que, chose facile à constater, elle reste totalement impuissante en face des phénomènes de la neurasthénie et n'agit que rarement et par des voies détournées sur les effets psychiques d'une névrose d'angoisse. Ainsi, son efficacité thérapeutique dépend, dans chaque cas particulier, de la place plus ou moins importante qu'occupent dans le tableau clinique les éléments hystériques par rapport aux autres éléments névrotiques. L'action de la méthode cathartique connaît d'autres restrictions encore. Nous les avons déjà mentionnées dans notre communication préliminaire. Ce procédé n'agit nullement sur les causes déterminantes de l'hystérie et ne peut ainsi empêcher que de nouveaux symptômes viennent remplacer ceux qui ont été écartés. Dans l'ensemble, c'est une place de premier rang que je revendique dans le cadre de la thérapie des névroses. Pour notre méthode, néanmoins, je déconseillerais de la faire entrer en ligne de compte ou de l'utiliser en dehors de ce domaine. Je ne puis ici donner le traité de thérapeutique des névroses, qui serait pourtant si nécessaire aux praticiens et à mon avis, ces propos doivent être considérés comme un renvoi à d'éventuelles futures communications. Néanmoins, je crois encore pouvoir ajouter les détails et les commentaires qui suivent. Je ne prétends pas avoir réellement supprimé à l'aide du procédé cathartique tous les symptômes hystériques que j'ai traités par ce moyen, mais je crois que les difficultés rencontrées tenaient aux particularités personnelles des cas et non au principe même de la chose. En jugeant les faits, je me sens le droit de négliger certains échecs de la même façon qu'un chirurgien, lorsqu'il adopte une technique nouvelle, néglige les cas de mort sous anesthésie, par hémorragie ou par infection microbienne fortuite.
En parlant plus tard des inconvénients et des difficultés du procédé, nous reviendrons sur des échecs de cet ordre. Il ne conviendrait pas de dénier toute valeur à la méthode cathartique en alléguant qu'elle est symptomatique mais non causale. En effet, une thérapie causale est généralement d'ordre prophylactique, seulement elle empêche toute extension ultérieure des dommages, sans nécessairement détruire ce que les facteurs nocifs ont déjà déterminé. Il faut en général une seconde action pour que cette dernière tâche s'accomplisse, et dans le cas de l'hystérie, la méthode cathartique ne saurait être surpassée. Quand une période de production hystérique, un paroxysme historique aigu ont pu être surmontés et que seuls les symptômes hystériques persistent comme des séquelles, la méthode cathartique s'avère suffisante et aboutit à un succès total et définitif. Une pareille constellation favorable n'est pas rare, et cela justement dans le domaine de la sexualité. Ce fait est dû aux grandes variations d'intensité des besoins sexuels et à la complexité des conditions indispensables au traumatisme sexuel. C'est ici que la méthode cathartique répond à tout ce qu'on exige d'elle, car le médecin ne saurait se proposer de transformer une constitution telle que la constitution hystérique. Il doit se contenter d'écarter les dommages auxquels cette constitution prédispose le malade, dommages qu'elle peut provoquer avec le concours de circonstances extérieures. Que le praticien soit satisfait s'il réussit à redonner à la malade sa capacité d'agir. D'ailleurs, même s'il envisage la possibilité d'une récidive, il se rassure en pensant qu'il pourra recourir plus tard encore à la même méthode. Il connaît le caractère principal de l'étiologie des névroses, c'est-à-dire la surdétermination de leur formation. Il sait que plusieurs facteurs entrent alors simultanément en jeu et a le droit d'espérer que cette coïncidence ne se reproduira pas très vite, même si quelques-uns des facteurs étiologiques restent encore agissants. Peut-être nous fera-t-on observer que dans ces cas d'hystérie guérie, les symptômes résiduels peuvent disparaître spontanément. Nous répondrons que ces guérisons spontanées ne se produisent bien souvent ni assez vite, ni assez complètement, alors qu'une intervention du traitement les stimule énormément. Mieux vaut pour le moment ne pas décider si la méthode cathartique n'est capable de guérir que ce qui aurait pu guérir spontanément, ou si elle fait quelquefois disparaître ce qui n'aurait pas disparu de soi-même. Quand on a affaire à une hystérie aiguë, à un cas où les symptômes hystériques sont en pleine période d'effervescence et où par conséquent le moi se trouve submergé par les productions morbides, psychose hystérique, la méthode cathartique ne pourra que faiblement modifier le cours de la maladie. On se trouve là en face d'une situation analogue à celle du médecin devant une grave maladie infectieuse. À un moment donné, déjà passé, les facteurs étiologiques échappant à toute influence ont exercé une action suffisante pour devenir manifestes une fois que s'est terminée la période d'incubation. La marche de l'affection ne peut plus être arrêtée et l'on se voit obligé de laisser la maladie suivre son cours en assurant toutefois au malade, pendant tout ce temps, les meilleures conditions possibles. Si l'on tentait pendant ces périodes de fortes poussées de supprimer les productions pathologiques, les symptômes hystériques récemment apparus, il faudrait s'attendre à les voir bientôt remplacés par d'autres. Le médecin aura alors l'impression pénible d'accomplir une tâche analogue à celle des Danaïdes ou un blanchiment de nègre, l'immense effort exigé, le mécontentement des proches qui ne s'accoutument pas à penser que la durée d'une névrose puisse être égale à celle de n'importe quelle maladie infectieuse grave. Bien d'autres faits encore rendront généralement impossible un emploi prolongé de la méthode cathartique, dans un cas donné. Cependant, il faut se demander si, même dans une hystérie grave, la suppression des productions pathologiques n'a pas chaque fois une action curative, en protégeant le moi du sujet, ce moi qui est absorbé par sa défense, en le soustrayant au danger d'être vaincu, de succomber à la psychose, et peut-être même finalement à la démence. L'histoire d'Anao a donné à Breuer une première occasion de mettre en pratique la méthode cathartique. Elle montre de façon incontestable ce que peut donner même dans les cas d'hystérie grave ce procédé qui réussit, ainsi que le montrent nettement ses résultats pratiques, à empêcher de nouvelles productions de symptômes morbides. Quand nous avons affaire à des hystéries chroniques, avec production modérée mais constante de symptômes hystériques, nous pouvons regretter l'absence d'une thérapeutique qui agirait sur les causes du mal. Mais c'est en pareil cas aussi que nous apprécions le mieux l'importance du procédé cathartique en tant que traitement symptomatique.
Nous avons alors affaire à des perturbations résultant d'une étiologie à action chronique. Il convient donc de renforcer les possibilités de résistance du système nerveux, et il faut se dire que la présence d'un symptôme hystérique signifie l'affaiblissement de cette résistance et constitue un facteur prédisposant. Comme le montre le mécanisme des hystéries monosymptomatiques, c'est surtout en se raccordant à un symptôme déjà existant et présentant avec lui quelques analogies que tout nouveau symptôme se forme. L'endroit de sa première attaque devient un point sensible qu'il attaquera encore la fois suivante. Dans Breuer, considération théorique. Tout groupe psychique dissocié joue le rôle du cristal amorçant une cristallisation qui sans lui ne se serait pas produite. Écarter les symptômes, supprimer les modifications psychiques sur lesquelles ils se fondent, c'est redonner aux malades la pleine et entière disposition de leur pouvoir de résistance. Ils seront ainsi ensuite capables de s'opposer avec succès aux influences nocives. On peut faire beaucoup pour ces malades par une surveillance prolongée et un ramonage temporaire. Il faudrait encore penser à une autre contradiction apparente. On admet en effet que les symptômes hystériques ne sont pas forcément tous psychogènes, et l'on affirme néanmoins que tous peuvent être supprimés par un procédé de psychothérapie. Le fait s'explique si l'on songe qu'une partie de ces symptômes non psychogènes, bien qu'ils représentent des signes pathologiques, ne peuvent cependant être considérés comme des souffrances. C'est par exemple le cas des stigmates. Pratiquement, ils passent inaperçus lorsqu'ils persistent après l'obtention du succès thérapeutique. En ce qui concerne d'autres symptômes encore, il semble qu'ils puissent, par quelques détours, être rangés parmi les symptômes psychogènes, puisqu'ils ressortissent malgré tout à une cause psychique.